Stéphane Ravier, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver ici, ce magnifique endroit derrière nous avec Notre-Dame de la Garde. Qui a On va, qui a veillé sur moi. on va en parler justement de ces élections de dimanche. Donc dimanche 27 septembre, vous avez été élu une nouvelle fois sénateur pour un deuxième mandat. Et avant d'en parler, je vais juste vous montrer cette petite vidéo. Allez-y, vous pouvez cliquer. Madame Pierre, vous me l'avez dit. Madame Pierre. Je suis un peu fatigué là. À ce moment-là, c'est quoi? C'est la pression qui retombe, la fatigue? Tout parce que c'est la fin de la journée, là, c'est dimanche soir aux alentours de 19h30, 20h. Les bureaux de vote ont fermé à 17h30. Le dépouillement va assez vite, mais les calculs sont un peu compliqués. Et j'avais donné pour consigne à mes collaborateurs de me transmettre les résultats une fois que la préfecture les aurait officialisés. Parce qu'eux, ils avaient fait leurs petits calculs. Mais Pour pas faire de fausse joie? c'est pas que j'avais pas confiance en mes collaborateurs, mais à quelques voix, on peut se tromper. Alors ils ont attendu vraiment le dernier moment, donc ça faisait un moment que je marchais dans le hall, puis j'ai fini par m'asseoir, à attendre. Je sentais qu'ils étaient plutôt heureux, mais ils n'osaient pas venir me le dire, puisqu'ils n'avaient pas encore, et là Les résultats officiels, c'est ouais. Madame D'Angio, l'ancien maire des 13e et 14e arrondissements, qui vient me voir et qui me dit cette fois c'est bon, c'est officiel, t'es réélu, donc ouais, il y a toute la pression, parce qu'il y a eu vraiment le suspense jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais. Une grosse campagne de terrain. Et le suspense jusqu'au bout, et la délivrance, donc ça tombe dessus, mais c'est une grande joie pour tout le monde, Vous sauvez les meubles, permettez-moi l'expression du Ouais. Rassemblement national, parce que vous êtes le seul représentant RN au Palais du Luxembourg, le seul à être réélu. J'imagine que c'est une grande fierté pour vous. Oui, c'est une grande joie, ou une fierté aussi, parce que c'est vraiment une victoire locale. C'est vraiment le travail effectué pendant ces 6 années au Sénat et à la métropole qui a été reconnu par les élus locaux. Il n'y a pas eu de campagne nationale, il n'y a pas eu de campagne du Rassemblement national, il y a vraiment une campagne de Stéphane Ravier, le sénateur sortant, et de son équipe. Alors, on ne le voit pas parce que j'ai le masque, mais avec les dents. D'ailleurs, j'ai plus de dents, hein. On a usé les dents sur les mairies. Plus de 60-65 maires rencontrés dans leurs mairies respectives, hein. Donc on a fait presque 4000 bornes. Bon, le bilan carbone, il n'est pas bon, hein, je préfère vous le dire, il n'est vraiment pas bon. Mais on s'est levé l'âme, voilà, pour rester poli, on s'est levé l'âme. On est allé rencontrer des centaines de grands électeurs, on leur a expliqué ce que j'avais fait au Sénat, on leur a rappelé ce que j'avais fait aussi à la métropole. Les propositions de loi qui avaient été les miennes, et notamment contre la loi SRU, la loi sur le logement social, qui est une hérésie et qui met tous les maires dans l'embarras. Enfin, du concret, voilà, du concret. Et on a réussi à rassembler plus de 200 grands électeurs supplémentaires. Donc c'est une grande satisfaction pour moi, mais pour tous mes amis qui se sont impliqués aussi dans la campagne. C'est une victoire en équipe, Une collective. victoire et une équipe, parce qu'ils ont, certains sont allés chercher des voix là, d'autres là, et tout ça. Et on gagne le siège à 20 voix par rapport aux concurrents de la République En Marche. Voilà, on est 22 voix devant lui, et c'est chacun qui est allé chercher les voix. Donc c'est vraiment une victoire collective, locale, et une grande fierté pour tous. Et ça rejaillit sur l'ensemble du mouvement. Voilà, ça a fait plaisir à tous les militants déçus des municipales, à Marseille et ailleurs. Ça a fait plaisir aussi à ma présidente. D'ailleurs, vous avez reçu un message de votre présidente Marine Le Pen? Elle m'a appelé tout de suite, oui, elle m'a appelé tout de suite parce qu'elle était très contente, très fière, très contente pour moi, très contente pour le mouvement. Je lui ai dédié cette victoire parce que j'allais dire, elle le mérite, elle m'avait soutenu, elle m'avait investi, elle m'avait accordé à nouveau sa confiance. Donc je n'ai pas trahi cette confiance, et je ne trahirai pas la confiance des grands électeurs des Bouches-du-Rhône. Je continuerai à les défendre et à défendre les libertés communales. On va continuer à coller aux réalités. Je crois que le Sénat, c'est la chambre des réalités, la chambre du terrain, des territoires. Je l'ai dit, je l'ai expliqué aux grands électeurs qui ne connaissaient peut-être pas précisément comment fonctionne le Sénat. Et si vous n'entendez pas parler du Sénat, c'est pas parce qu'on n'y fait rien, qu'on y roupille, c'est parce que c'est calme. On y travaille posément, c'est beaucoup moins clivant qu'à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale,
c'est trop souvent l'expression des partis, l'expression vraiment des programmes politiques. Donc on s'engueule, on veut faire le buzz. Est-ce que vous dites que le Sénat c'est un peu plus sérieux que l'Assemblée nationale? Le Sénat, on est d'abord des élus, chacun appartient à une famille politique, mais on a d'abord la conviction d'être les élus des élus et de porter leur voix, de porter leurs préoccupations, de porter la réalité de leur territoire. Donc ça élargit notre vision, on est moins clivant, du coup on s'écoute. Même moi on m'a écouté. Alors du coup j'écoute les autres. Et c'est beaucoup plus enrichissant, donc les débats sont beaucoup plus développés. Et tout le monde s'accorde à dire que les rapports parlementaires du Sénat sont beaucoup plus fournis, beaucoup plus sérieux que les rapports parlementaires de l'Assemblée nationale où c'est trop clivant, chacun veut tirer la couverture à soi. Vous êtes un élu de la République en étant sénateur, mais vous êtes aussi un élu local, parce que vous êtes conseiller municipal à Marseille. Donc quand vous êtes présent à l'hémicycle au Palais du Luxembourg, c'est plutôt pour représenter Marseille, pour montrer que ne pas oublier Marseille, ou c'est plutôt vraiment national? J'allais dire les trois, mon capitaine, Marseille, le département et le national, parce que je me suis exprimé bien sûr sur des sujets qui intéressent, des sujets d'actualité. C'était des débats qui étaient organisés d'ailleurs par mes collègues sur l'immigration, sur l'insécurité, sur l'islamisme, sur le terrorisme, mais aussi sur la fonction publique, sur la SNCF, sur les retraites. Je suis intervenu sur tous les domaines, sur l'agriculture, sur la mondialisation, sur nos forces armées. Je siège d'ailleurs à la commission de défense et affaires européennes. Donc je suis intervenu sur tous les domaines et en même temps, j'ai pointé du doigt, j'ai rappelé au gouvernement les préoccupations du territoire des Bouches-du-Rhône. Avec sa métropole que le gouvernement nous a imposée, j'ai rappelé que la métropole était une hérésie, que c'était une structure éloignée des réalités, qui ponctionnait les prérogatives des maires, qui du coup ne pouvaient plus travailler, qui n'en avaient même plus les moyens financiers, puisque les dotations financières sont réduites comme peau de chagrin chaque année. Donc, les réalités locales, quand on défend les réalités locales, on défend la réalité nationale. Défendre l'intérêt communal, c'est défendre l'intérêt national. Donc l'un va avec l'autre va avec l'un. Et les élus locaux m'en ont été, j'allais dire, reconnaissants en me reconduisant au Sénat pour 6 ans. Monsieur Ravier, on va parler également de l'actualité avec la Covid-19 et notamment revenir sur cette vidéo. Vous pouvez cliquer. Oh mon Dieu, le ministre, le sinistre Véran. De nouvelles mesures s'appliqueront donc à partir de samedi, à l'issue, de la même manière, d'une concertation avec le préfet et les élus locaux. Menteur. Ces mesures, j'ai conscience qu'elles sont difficiles, mais elles sont, et nous en sommes convaincus, nécessaires. Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants, de la fermeture de l'ensemble des établissements recevant du public, sauf s'il existe un protocole sanitaire strict déjà mis en place. À ce titre, les lieux culturels, comme les théâtres, les musées, les cinémas, disposent de protocoles sanitaires stricts et ne sont donc pas concernés par les mesures de fermeture. Quelle a été votre réaction, monsieur Ravier, quand vous avez appris la fermeture des bars et des restaurants dans la métropole Aix-Marseille? Puis, on a appris dimanche avec le décret de la préfecture que c'était à Marseille et à Aix. Ce ministre est nul. Il est nul et il est dangereux. Il est dangereux pour l'économie de notre département. Parce que quand vous fermez autoritairement, sans concertation, car il ment lorsqu'il dit qu'il a concerté. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Vous faites preuve d'un grand amateurisme. Alors je ne voudrais pas être trop long, mais il faut revenir au mois de mars-avril lorsqu'il a, et même avant, au début de la première vague, la crise aiguë, les masques, ce n'était pas nécessaire. Les tests, dépistage, ce n'était pas nécessaire. C'était tellement pas nécessaire que finalement, il fallait les mettre de façon obligatoire un mois après. Voire même, si on en avait, il fallait les donner aux hôpitaux parce que les hôpitaux, on n'en avait pas. Ils ont été dans l'impréparation, dans l'incompétence, dans le mensonge, ce qui a coûté des vies à nos compatriotes. Mais est-ce qu'on peut dire aussi... Aujourd'hui, tirant les leçons de cette incompétence et menacé par des plaintes de médecins, M. Véran ouvre le parapluie, le paratonnerre et le parajudiciaire. Il a peur de se retrouver devant les tribunaux, donc il prend des mesures de fermeture de façon immédiate, violente,
sans concertation, je le répète. Les maires n'ont jamais été informés au préalable par qui que ce soit, ni par le ministre lui-même, ni par le préfet. Moi j'étais en campagne, j'étais avec un maire le soir vers 19h30 en train de... Voilà, Et il a appris par la presse. il regarde son portable, il sent son portable vibrer et il apprend par la presse que le territoire de la métropole va être soumis à des fermetures de bars. Des restrictions. Ouais. Il me regarde, il dit voilà, maintenant je vais devoir me démerder avec ça. Ça venait de lui tomber dessus, comme ça. Lui, comme tous les autres maires. Donc il parle de la métropole, montre le département des Bouches-du-Rhône. Je rappelle que la métropole, c'est 92 communes et que le département, c'est 119. Pour au final, plusieurs jours après avoir affolé tout le monde, tous les maires des Bouches-du-Rhône, enfin, ou de la métropole, dire ben non, finalement, c'est Marseille et Aix. Et ce type, on voyait ça, on est encore en plein amateurisme. Même le préfet, il est perdu. Parce que le ministre, dans l'affolement, décide de tout fermer, alors que les chiffres ne sont pas si mauvais que ça, et qu'ils sont même en pleine décroissance. Moi, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Benoît Payan lors de sa conférence de presse. Je me suis renseigné auprès d'un grand professeur, d'un grand hôpital marseillais quand j'ai entendu la nouvelle, parce que moi je ne réagis pas comme ça pour emmerder le ministre. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Je me suis renseigné et ce professeur me dit, s'il avait fait cette annonce la semaine dernière, on aurait compris, parce qu'on a eu pas mal d'entrées. Mais cette semaine, ça décroît. Ça fait 2-3 jours, ça faisait 2-3 jours. Ça faisait plusieurs jours qu'il n'y avait plus d'entrée et qu'on sortait même de réanimation. On me dit donc, je ne comprends pas. Il est toujours en décalage, ce ministre. Il est toujours en retard. Parce qu'il n'est pas bon, quoi, il est mauvais. En réalité, il y a des communes dont les chiffres sont moins bons que nous. Sont plus alarmistes qu'à Marseille. Moins bons, on va dire, et qui pourtant ne sont pas impactés, ne sont pas concernés par la décision du ministre. C'est vous dire à quel point c'est la politique du doigt mouillé, quoi. C'est selon son humeur, selon les jours. Il y a 2 poids 2 mesures. Quand c'est Marseille, je sais pas ce qu'on leur a fait. C'est peut-être parce qu'on a le professeur Raoult, je sais pas. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. C'est peut-être parce qu'on a battu le PSG, j'en sais rien, je sais pas pourquoi. Benoît Payan, le lendemain de cette annonce, a indiqué qu'il avait été informé seulement 1 heure avant, alors que c'est le premier adjoint de Marseille. Il a qualifié cela d'affront à Marseille. Est-ce que vous le rejoignez sur ce point? C'est pas parce que Benoît Payan dit qu'il fait jour à midi que je vais dire qu'il fait nuit. Quand Benoît Payan a raison, il a raison. Donc moi, il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce traitement qui est infligé à Marseille par Paris, qui consiste à nous mépriser, qui consiste quasiment à nous humilier. On est quand même la 2e ville de France et on est traité comme des pestiférés, comme des moins que rien. Le maire ou son premier adjoint ne sont même pas consultés sur l'avenir économique et sanitaire de la ville. C'est proprement scandaleux, c'est inacceptable. Avant de terminer sur ce point, il y a un sondage IFOP et JDD, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est sorti récemment. 64% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour gérer la crise de la Covid-19. Vous rejoignez ces 64%? Ce qui veut dire qu'il y en a encore 36 qui lui font confiance. Ça fait encore beaucoup. Ça fait encore beaucoup. Est-ce que peut-on accorder des circonstances atténuantes au gouvernement? Parce que si on regarde en Europe ou même dans le monde, peu de pays ont su gérer la crise de la Covid. Ça arrivait brutalement, on n'avait pas les besoins nécessaires. Même les médecins, on les voyait sur les plateaux télé, se contredisaient. C'était compliqué aussi pour le gouvernement. Si l'action gouvernementale est compliquée, qu'il fasse autre chose. L'agriculture a besoin de bras, notre industrie aussi, c'est pas du tout méprisant, c'est une réalité. S'ils ne sont pas aptes à assumer leurs fonctions, c'est des gens qui ont fait de grandes études, et puis il paraît qu'ils nous sont supérieurement intelligents, il n'y a qu'à voir la façon dont ils nous considèrent avec mépris. Ils ont voulu être aux responsabilités, qu'ils les assument. Et s'ils n'arrivent pas à les assumer, qu'ils démissionnent. Bon, la réalité, c'est qu'ils n'ont rien prévu. Et je dirais même qu'ils savaient ce qui allait se passer et c'est qu'ils ont menti. Madame Buzyn, la ministre de la Santé, les avait avertis au mois de janvier. Et ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils n'ont pas reconstitué les stocks. Ils ont été dans le déni pour vous? Je pense qu'ils ont été dans le déni parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils n'ont pas eu le courage de dire la vérité qui consistait à dire on n'a pas reconstitué les stocks de masques, on n'a pas constitué les stocks de dépistage, et donc ils ont essayé de faire croire que c'était compliqué de mettre un masque. Rappelez-vous Madame Sibeth Ndiaye qui continue à culpabiliser les Français, qui continue à dire mais si la crise a été aiguë, c'est parce que les Français n'ont pas compris
Elle a presque dit que c'est à cause des Français que... Elle dit que c'est à cause des Français qui n'ont pas bien compris le côté scientifique. Ces gens-là, cette République qui est en marche, ce gouvernement, c'est vraiment l'incarnation du mépris du peuple français, de ce sentiment de supériorité qu'ils ont et qu'ils continuent à exprimer. C'est tout simplement insupportable. Donc, ils n'ont pas été à la hauteur au mois de mars, avril, mai. Mais aujourd'hui, Ils doivent prendre du recul. 4 mois plus tard, ils auraient dû tirer les enseignements de leurs erreurs, de leur manque d'effectifs. Or, ce que je sais, ce que me disent les hôpitaux, c'est qu'ils n'ont toujours pas fourni aux hôpitaux les moyens humains, les moyens matériels. Alors, on a des masques, regardez le bordel que c'est pour le dépistage. C'est toujours le bordel. 4 mois après, ils n'ont toujours pas réussi à mettre en place une organisation pour le dépistage qui soit efficace. 4 mois après la première vague. Qu'est-ce qu'ils attendent pour débloquer les fonds ? Ils sont mauvais, voilà. Ils ne sont pas bons en rien, ils sont mauvais en tout, comme disait Pagnol. Donc il va falloir que les Français, à un moment donné, s'en rendent compte, et plutôt que de se réfugier dans l'abstention, prochaines élections, il va falloir qu'ils leur fassent savoir à ces gens-là, eh bien, qu'ils doivent aller faire autre chose, quoi. Après, si les Français ne se déplacent pas, si les Français votent pour les mêmes, il ne faut pas qu'ils se plaignent d'avoir toujours les mêmes et d'avoir toujours la même politique qui commet tant de dégâts. Monsieur Ravier, on va passer à la troisième partie de cet entretien très courte sur Marseille. Le 28 juin dernier, Michel Rubirola est arrivé en tête des élections municipales avec près de 40%. Eh oui. Et vous arrivez troisième avec près de 20%. Et ce soir-là, vous perdez les 13e et 14e arrondissements pour seulement 327 voix devant David Galtier. On peut considérer ces deux arrondissements comme votre fief. Je suppose que c'est une immense désillusion pour vous, ce résultat. Oui, c'était une déception parce que mon adversaire, et l'adversaire, c'était le système. C'était pas David Galtier, lui, il était là, bon, sur un concours de circonstances. D'ailleurs, il n'est plus là. Hein. C'est pas lui qui est élu. Il a dit, non, mais non seulement ce n'est pas lui qui est maire de secteur, mais il a disparu de la circulation. C'est pas un général en retraite, c'était un général qui a battu en retraite. Il vend son livre, il fait le tour de France, il a complètement abandonné les habitants des 13e et 14e arrondissements. Bref, donc lui, il portait les couleurs du système. Tête de liste de Martine Vassal, je vous rappelle. Tête de liste de Martine Vassal, mais ayant reçu le soutien de toute la gauche, l'extrême gauche, de tout le système. Mais ça ne m'impressionnait pas. Le souci, c'est qu'il a bénéficié d'un électeur que nous avions combattu pendant ces 6 années, et qui a été déterminant, cet électeur qui n'est sur aucune liste électorale, qui n'est sur aucun cahier d'émargement, c'est le clientélisme. C'est le clientélisme qui a fait la différence. Quand vous passez les 15 derniers jours dans les cités à distribuer ou à annoncer que vous allez distribuer des emplois à la métropole, au département, que vous faites des promesses de subventions, eh bien, vous achetez une clientèle, c'est le clientélisme. Bon, ben maintenant, le problème, c'est qu'il faut payer pour passer à la caisse. Et à la mairie des 13e et 14e arrondissements, j'ai encore une oreille là-bas. J'ai mon petit doigt qui me renseigne. Eh bien, il y a des jeunes gens qui viennent à l'accueil, qui tapent du poing sur la table, qui montent dans le bureau du maire, qui forcent la porte pour obtenir ce qu'elle avait promis. Les emplois, les logements, les subventions. Et maintenant, il faut payer. Maintenant, il faut payer. Nous n'avons jamais voulu céder à ces chantages. Eh bien, l'équipe qui a voulu gagner, elle a gagné. Mais maintenant, elle s'est accrochée au pied, le boulet du clientélisme auquel on ne peut répondre qu'au détriment de l'intérêt général, qu'au détriment du quotidien des habitants des 13e et 14e arrondissements. Et en plus, on a une équipe, si on peut parler d'une équipe, complètement à la ramasse, complètement perdue. Mais on reste là, hein, on continue à Conseiller d'arrondissement, je le rappelle. Vous êtes présent dans le conseil d'arrondissement? Bien sûr, nous avons encore 4 conseillers municipaux au 13-14 et 8 conseillers d'arrondissement. Et nous continuons à être sur le terrain. Nous siégeons bien sûr au conseil d'arrondissement parce que la pauvre, ils sont perdus, ils sont complètement largués. Ils n'ont pas pris conscience, manifestement. Même le maire de secteur n'a pas pris conscience à quel point ce secteur nécessite une implication totale du lundi au dimanche et du matin au soir, et même au soir très tard. Une autre question, on va revenir sur une petite séquence. Une semaine après les élections municipales,
Je vous laisse écouter. Après ces tractations, ces négociations, ce marchandage qui s'est opéré depuis C'est votre plusieurs avis, jours, monsieur. je tenais à vous faire savoir que nous ne présenterons Monsieur, pas de candidat, très que nous bien. ne participerons pas au vote Très bien, c'est votre... et que nous quittons cet hémicycle, que nous Quittez-le, c'est laissons votre les choix. tractations, les magouilleurs, les marchands de Tout à tapis, fait. ceux qui piétinent la démocratie, la volonté des Marseillais êtes- entre eux. Mesdames et messieurs, vous qui confisquez la On ne- voix des Marseillais, qui avez passé des On jours ne confisque et des rien, nuits, monsieur et des Ravier. nuits à vous Finissez. partager les postes, Monsieur Ravier, à promettre les postes de finissez. premier adjoint, de président de Oh là là, Méditerranée, monsieur Ravier. dans le dos des Marseillais, Monsieur loin Ravier. de leurs préoccupations. Mais- Mesdames et messieurs, nous vous laissons entre vous. T'as foutu un beau bordel, hein? Réaction, enfin, même s'il y a quelques mois, pourquoi vous avez décidé de ne pas voter, vous, représentant quand même de la République, vous qui vous dites républicain? C'est un choix aussi tout à fait légal. Bien sûr, oui, oui. Je savais pertinemment que les négociations, les tractations entre les uns et les autres s'étaient poursuivies tout au long de la nuit qui précédait le Conseil Et même durant la municipal. journée. Ben, c'est notre départ qui a provoqué de nouvelles négociations. Parce que la réalité, c'est que M. Tessier avait négocié avec Mme Galli et qui lui avait promis le poste de première adjointe. J'avais ces informations comme quoi la veille, tout était réglé. Tout était ficelé et que Mme Galli avait vendu ses voix au plus offrant, et c'était monsieur Tessier qui aurait été élu au bénéfice de l'âge. Nous aurions voté blanc si nous étions restés, ni pour les uns ni pour les autres. Parce que moi j'avais proposé M. Tessier. Moi je n'avais jamais souhaité obtenir un poste de premier adjoint, de 10e adjoint. Je lui ai dit voilà, vous vous engagez sur des points programmatiques, sur la sécurité des Marseillais, les transports des Marseillais, la fiscalité des Marseillais, et nous vous soutiendrons au conseil municipal sur les rapports, je dirais, les plus clivants. Rien, nous restons RN, nous restons dans notre groupe, n'ont rejoint personne. Il m'a dit que c'était pas possible. Parce que vous étiez Rassemblement Il m'a dit que National? c'était pas possible parce qu'on était Rassemblement National, pourtant on a été élus. On représente 20% des Marseillais. Il a préféré négocier avec Mme Galli, qui représente, elle, 2,5% des Marseillais. Et le fait de ne pas avoir participé au vote, eh bien, ça a obligé Mme Galli à dévoiler son vote. Parce que nous aurions voté blanc, et elle aurait voté pour Tessier. Il aurait été difficile de dire c'est le RN qui a voté pour Tessier. Ou c'est le camp Galli. Elle se serait planquée derrière nos votes et il était prévu que ça se passe ainsi. Mais en sortant, en ne participant pas au vote, on a remis la démocratie au milieu des débats. Chacun devait prendre ses responsabilités, même si le vote est secret. On aurait facilement deviné pour qui allait voter Mme Galli, et surtout si elle avait voté pour M. Tessier, pour la droite. Quand il y a une suspension de séance, elle doit annoncer le temps, une demi-heure, 1 heure. Donc elle n'annonce rien, ça dure une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. On reprend, puis on ne reprend pas. Parce que les négociations, parce que Galli passait d'un côté et de l'autre. Tout n'était pas bouclé encore. Tessier, elle allait voir Rubirola, Tessier et Rubirola, pour finir par se vendre à Mme Rubirola, qui n'a pas lâché l'affaire. Elle a confirmé le poste de premier adjoint à M. Payan. Et en échange, Mme Galli a obtenu la promesse d'être soutenue l'année prochaine à l'occasion de l'élection de la présidence d'Euroméditerranée. Elle a eu je ne sais pas combien de délégations, alors qu'elle représente, je le répète, 2,5% des... Mais elle fait la bascule. Avec ses élus, elle fait la bascule. Comme vous aurez pu faire la bascule également. Mais moi, je ne demandais rien. Moi, je ne voulais pas être président d'Euroméditerranée. Est-ce que vous n'avez même pas demandé? Je ne demandais rien. Engagez-vous pour Marseille, j'ai dit à Tessier. Engagez-vous pour Marseille, pas pour Stéphane Ravier, pour ses amis. Nous, Pour les Marseillaises et les on veut Marseillais. que vous vous engagiez pour la sécurité des Marseillais, la fiscalité des Marseillais, c'est tout ce qu'on me demande. J'ai été clair et c'était public. Contrairement aux autres, pour ça, aux magouilleurs, aux marchands de tapis qui négociaient dans le dos des Marseillais, on vous laisse entre vous, ciao. Voilà, ça c'est pas notre conception de la politique, de la démocratie. Nous on parle les yeux dans les yeux avec Marseille, les yeux dans les yeux avec les Marseillais, les yeux dans les yeux avec les élus. On ne fait pas ça à l'arrache. Ceux qui ont ce genre de méthode, on les laisse entre eux. Et donc ça a duré des heures les négociations, des heures.
pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Le conseil municipal a démarré aux alentours de 9h, 9h30 et a fini aux alentours de 16h. C'était vécu comme un fiasco, que ce soit au niveau national, au niveau local. Si vous devez donner un adjectif à cette journée, pour vous, ça serait lequel? Alors c'est vrai qu'une fois de plus, Marseille est passé aux yeux de la France entière pour une ville à part, quoi, une ville de dingue, une ville de jobards, de magouilleurs, on passe pour des fous, non mais c'est vrai, on ne s'imagine pas parce que nous c'est presque habituel. C'est presque notre normalité à nous, quoi. Mais moi j'ai mes amis du RN ou qui ne sont pas du RN mais qui s'intéressent à la politique et qui habitent aux quatre coins de la France, ils m'ont dit mais vous êtes des malades. Alors ça les fait marrer, mais ils me disent ah mais c'est Marseille, ça les étonne presque pas à la limite. On humilie les Marseillais, ils se foutent de nous les autres, ils se foutent de nous. Quand on dit on se plaint de ne pas être aimé, d'être regardé de façon différente, on donne le bâton pour se faire battre. On passe pour qui là? Et c'est nous-mêmes qui la créons cette situation, hein. C'est pas Paris qui nous l'a imposé. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on se foute de nous et qu'on nous considère comme une ville à part quand on a de tels agissements. Qualifier cette journée, c'est la journée de la honte, quoi. C'est la journée de la honte. La honte pour le système politique auquel nous n'appartenons pas. Nous avons affaire à une majorité qui s'est engagée à ce que l'expression démocratique se fasse au conseil municipal, que chacun puisse s'exprimer comme le veut la loi d'ailleurs, que chacun puisse s'exprimer sur les rapports, évidemment les plus importants, hein, parce que nous voterons comme nous l'avons fait la mandature précédente, de nombreux rapports, j'en suis convaincu. On ne va pas rester enfermé voilà, ils sont de la gauche, nous on est du RN, alors tout ce qu'ils disent c'est des conneries, on va dire contre à chaque fois. Non, on prend en considération la réalité des rapports, la pertinence par rapport à la réalité de Marseille. Et nous nous exprimerons à chaque fois que nous le jugerons nécessaire, convaincus que cette majorité saura laisser l'expression démocratique se faire dans cet hémicycle. Et puis nous ferons savoir aux Marseillais ce qui se passe au conseil municipal, quelles sont nos positions, nos propositions. Nous continuerons à défendre Marseille parce que nous sommes Marseillais, nous aimons notre ville. Merci Stéphane Ravier d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, à bientôt. Merci à vous et à bientôt sur le MAG Marseillais. Et vive Marseille, et vive le MAG Marseillais. Longue vie au MAG Marseillais.